clic-clac. La question très très essentielle de Samuel Etienne. Les androïdes sont-ils nos amis? Les androïdes, je veux dire les robots à apparence humaine, on nous les promet pour demain ou après-demain pour nous aider dans les tâches domestiques, dans toutes nos activités en fait, y compris les plus intimes. Alors sommes-nous prêts à les accueillir? Peuvent-ils constituer une menace pour l'humanité? C'est ma question très très essentielle de ce soir. Et ils sont 4 à nous avoir rejoints pour en débattre. Jade Lemaître est une spécialiste des robots, docteur en robotique, co-organisatrice du Salon européen de robotique InnoRobot, dont la 4e édition. Jade, je crois, se déroulera en mars prochain. Oui, c'est du 18 au 22 mars prochain. Donc, à Lyon. Voilà, tout à fait, Merci à la Cité beaucoup. internationale. Merci Jade d'être avec nous ce soir. Autre spécialiste des robots, Frédéric Boidron. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Rédacteur en chef du magazine Planète Robot, dont j'ai le dernier numéro ici sous les yeux, journaliste également à Gizmodo. Un écrivain est avec nous, bien connu des amateurs de science-fiction, Laurent Jeunefort, auteur notamment de la saga Omal. Je prononce bien, c'est bien Omal. Hein. C'est ça, bonsoir. Bonsoir Laurent, merci d'être avec nous. Et puis le philosophe Bernard Andrieux est en ligne avec nous. Bernard Andrieux, philosophe du corps, professeur en épistémologie du corps et des pratiques corporelles, auteur de très nombreux ouvrages. Je pourrais passer l'émission entière à ne citer que leurs titres. Les avatars du corps, notamment les avatars du corps, c'est l'un de ses ouvrages aux éditions Libère. Bonsoir Bernard Andrieux. Oui, bonsoir Samuel. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, un point de vocabulaire quand même pour commencer, parce que ce mot androïde, j'ai bien vu cette semaine quand j'en parlais autour de moi, il soulevait plein d'interrogations. Est-ce qu'on est d'accord sur la définition du mot androïde qu'on va utiliser ce soir, à savoir robot ayant une apparence humaine? Ou alors est-ce qu'il faudrait utiliser un autre mot, humanoïde, je ne sais pas. Frédéric Boidron. L'humanoïde, c'est effectivement le robot à apparence humaine. Oui. L'androïde reprend un peu le même principe. Bon, je pense qu'il y a quelques petites différences. Moi, je les vois pas directement, mais voilà, c'est simplement donc le robot qui fonctionne avec ses deux jambes et qui a également deux bras et voilà. Alors, la totale. C'est vrai que Laurent Jeunefort. La racine grecque andros renvoie plutôt au masculin, donc au point que certains ont imaginé des gynoïdes, c'est-à-dire des humanoïdes d'aspect féminin, ouais. Mais culturellement on utilise le mot androïde depuis quasiment les origines. Donc, bon, ça m'arrange bien. On va par convention adopter ce mot ce soir, androïde, donc robot à apparence humaine pour simplifier. Alors on va entamer notre débat, rentrer dans le vif du sujet. Avant de se pencher sur toutes les questions soulevées par cette révolution, et Dieu sait si elles sont nombreuses, on va faire le point. Où en sommes-nous aujourd'hui de ces androïdes? Jade Lemaître, à l'heure où nous parlons, où en sommes-nous des androïdes, ceux qui existent déjà? Alors en France, on a une entreprise française, Aldébaran, donc qui fabrique le robot Nao. Ouais. Donc c'est un petit androïde, pas plus de 50 cm de haut à peu près. D'accord. Donc qui est énormément utilisé dans les laboratoires. Au Japon, on a son cousin qui est très connu et qui fait beaucoup de conférences de presse, donc c'est Asimo. Ah oui, qui est étonnant par sa ressemblance avec un être humain, c'est ça, je me trompe pas? Oui, voilà, tout à fait. Ouais. On dirait comme un cosmonaute en fait qui porterait ses batteries sur un sac à dos. Ensuite, au niveau des laboratoires, on a beaucoup d'autres androïdes qui sont développés, mais de manière très expérimentale, comme le projet iCube, qui est un projet européen en fait, porté surtout par l'Italie. Et ce petit androïde qui est beaucoup plus grand que Nao a à peu près l'intelligence d'un enfant de 3 ans. Parce que lui est capable d'apprendre. Donc Frédéric Boidron, là on voit qu'on en est au tout début. Voilà, on est encore à la préhistoire, un petit peu comme de l'informatique à la fin des 70. On commence à avoir un peu l'image qu'on aura dans quelques années. Mais effectivement, ce genre de robot va se répandre un peu partout. Et je voudrais également ajouter, en France, il y a une société qui développe un robot humanoïde de taille humaine, ouais. Qui s'appelle donc Aria, le robot Aria de la société Cybdroid. Et le but de cette société, c'est également de développer une intelligence artificielle très très élaborée pour équiper ce robot. On aurait dû en inviter un ce soir. Maintenant, je me le dis, c'est bête. À mesure de vous entendre, l'envie me vient. Ça, c'est pour aujourd'hui. Donc, Frédéric, vous parliez à l'instant de cette espèce de préhistoire qu'on est en train de vivre au niveau des androïdes. Laurent Jeunefort, les androïdes de demain, comment vous les voyez? On les voit des fois après la singularité technologique qui serait celle de l'avènement de la conscience. Dans les robots. Alors ça, c'est une étape encore. C'est l'étape. En fait. Ah, c'est l'étape avec un grand L. Voilà. Donc, et à partir de là,
toute l'imagination est ouverte. Mais alors conscience, ça veut dire une intelligence artificielle tellement poussée totalement qu'une conscience viendrait, comme on a pu voir dans certains films de science-fiction ces dernières années, à une forme de conscience. Voilà. C'est-à-dire un robot qui ne soit plus un simple automate, même intelligent entre guillemets, c'est-à-dire avec un système expert capable de s'adapter à une situation, mais un véritable esprit capable de réfléchir sur lui-même avec éventuellement un jeu capable de s'exprimer. Alors ça, bien sûr, ça soulève plein de questions et on va en parler ce soir ensemble. Bernard Andrieux, que l'homme ait envie de fabriquer des machines à son image, qu'est-ce que cela inspire aux philosophes que vous êtes ? Oui, le problème, c'est la ressemblance avec le corps humain. C'est-à-dire que pour créer une empathie suffisante avec un robot, là, j'essaie d'être en empathie avec mon écran d'ordinateur qui est devant moi. L'empathie, elle existe parce que je suis en interaction avec lui. Mais cette empathie sera d'autant plus forte que je peux supposer qu'à travers le corps du robot, comme le disait l'intervenant précédent, il y a conscience, il y a peut-être un langage, il y a peut-être une réflexivité. Et même si la technique n'est pas encore au point, l'homme va attribuer en fait à un corps de robot peut-être des fonctions qu'il n'a pas, et on voit très bien ça dans la série Real Human qui est passée sur Arte, voilà, très récemment. Voilà. Où là on était en situation quasiment paradoxale, puisque finalement l'idée c'est que si on n'y en avait plus de différence corporelle entre des robots et les êtres humains, est-ce qu'on arriverait encore à les reconnaître? Sur quels critères, tout compte fait, on arriverait à faire la différence? Jade Lemaître, Frédéric Boidron, cette échéance que Laurent a évoquée tout à l'heure, Laurent Jeunefort, d'un robot tellement perfectionné qu'il arriverait à d'abord une forme d'intelligence, voire de conscience. Est-ce que techniquement on peut prédire, donner une date? Jade? Pour l'instant, je pense qu'on en est très loin. C'est-à-dire très loin C'est une question difficile que je vous pose, mais... Oui, parce qu'il y a quelque chose en fait que les robots ne possèdent pas, et je pense pas qu'ils puissent les posséder, ce sont les émotions en fait. C'est la capacité à agir de manière totalement irrationnelle, de ressentir des émotions et de nouer des liens. C'est quelque chose qu'on peut faire nouer des liens entre les humains, être créatif, sortir des sentiers battus. Et pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas donner aux robots, cette capacité à sortir des sentiers battus. Alors ça, on peut ne pas le souhaiter, mais est-ce que techniquement, on peut déjà imaginer qu'on pourra le faire? Parce que si certains ne le souhaitent pas, d'autres peuvent le souhaiter un jour. Frédéric Boidron. Moi, je dirais que d'ici une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années grand maximum, on aura des humanoïdes déjà qui vont se balader dans la rue pour aller chercher le pain de la petite grand-mère qui n'arrive pas à se déplacer. 15-20 ans, on aura des humanoïdes dans la rue. Oui, ça, je peux vous l'assurer. Alors là, on n'en sera pas encore à l'état de conscience. La conscience arrivera peut-être un petit peu plus tard. Mais effectivement, on ira toujours vers cet objectif. Par contre, je voulais revenir juste sur l'apparence humaine. Il y a ce qu'on appelle l'Uncanny Valley, donc la vallée de l'étrange. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est par rapport à notre culture européenne. On n'imagine pas que autre chose que les humains est une âme. Même un animal n'a pas d'âme dans la culture européenne. Donc, un objet ne peut pas avoir d'âme. Donc du coup, effectivement, ça, je rejoins. En fait, du coup, on peut pas. On va avoir tendance à ne pas vouloir justement ce genre de choses, et donc du coup, ça va freiner ce développement. Par contre, en Asie, notamment au Japon, on n'a pas ce frein. En tout cas, le frein est moins présent, et c'est pour ça qu'on trouve déjà des robots à apparence humaine qui ont déjà un semblant de peau et tout ça, quoi. Paranoïde Android, quel autre titre écoutez ce soir? Je crois que ça s'imposait. Vous avez peut-être déjà reconnu cette célèbre intro à la guitare. Radiohead, bien sûr, petit plaisir du soir. Et on poursuit notre débat sur les androïdes juste après. C'est dans Déclic et Déclac. Europe 1, Déclic et Déclac. La question très très essentielle de Samuel Etienne.
Les androïdes, ces robots à apparence humaine, sont-ils nos amis? Seront-ils nos amis quand ils seront présents demain, qui sait, dans chaque foyer? Puisque tout à l'heure, on nous a expliqué que dans 15 ans, ils seront dans la rue et ils iront chercher le pain pour nous. Nous en débattons ce soir avec le philosophe Bernard Andrieux, l'écrivain Laurent Jeunefort, Frédéric Boidron, rédacteur en chef notamment du magazine Planète Robot, et Jade Lemaître, docteur en robotique, co-organisatrice du Salon européen de robotique InnoRobot. Alors ensemble, on a fait le point tout à l'heure sur les progrès atteints à ce jour en matière de robots Android, sur les progrès attendus aussi. J'aimerais maintenant que nous nous interrogions sur les rapports que nous entretiendrons demain avec ces robots à l'apparence humaine. Laurent Jeunefort, puisqu'ils nous ressembleront sans doute comme 2 gouttes d'eau, on peut imaginer des interactions très fortes avec eux, des échanges, de l'attachement, de l'amitié, voire même plus. Oui, à partir du moment où la ressemblance est parfaite, se pose le problème du double. En fait. Donc ça va être plutôt à ce moment-là, mais là on est dans un très 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 lointain futur. Va se poser la question qui est posée dans Blade Runner, qui est de Ridley Scott, basée sur un roman de Philip K. Dick, qui est comment définir l'humain et donc le robot. Qui est son autre artificiel, ouais. Sur quels critères en fait. Dans ce film, on ne peut plus les distinguer. On voit Harrison Ford extrêmement troublé effectivement par des androïdes au point de tomber amoureux d'une jeune femme androïde. Et puis il y a le questionnement, est-ce que lui-même l'est ou pas? Oui, voilà ce mystère en filigrane qui n'est jamais levé par le film, une question qu'on se pose tout au long de ce film. Bernard Andrieux, est-ce que ça vous inquiète un film où les hommes, un futur, où les hommes pourraient se lier avec des robots, voire les aimer? Non, moi ça ne m'inquiète pas du tout. J'ai appelé ça la thèse de l'hybridation, c'est-à-dire que on est dans un monde où finalement l'interaction peut aller jusqu'à l'hybridation, c'est-à-dire une complémentarité. Alors par exemple au Lauria ou à l'INRIA, on développe actuellement des appartements extrêmement robotisés pour des personnes handicapées ou malades qui ont du mal à se déplacer. Ouais. Et effectivement, là il y a un lien qui va se faire, qui peut être personnifié effectivement dans un robot humanoïde, mais surtout l'idée c'est de faire comprendre aux gens qu'il y a une complémentarité et que le robot n'est pas dangereux effectivement par rapport à l'intégrité physique pour elle, mais surtout dans les vecteurs qui sont aujourd'hui la sécurité, l'aide à la personne, l'accompagnement, la télésurveillance, etc. Pas de plateformes en fait qui se mettent en place avec des robots d'accompagnement. Et donc, si vous voulez, dans ce monde-là, il y a des dangers effectivement en termes de contrôle des populations par des robots. On le voit aujourd'hui avec la question des drones. Oui. Mais en question même qu'on temps, a abordée la semaine dernière d'ailleurs. Voilà, exactement. Oui, je vais écouter cette émission. Et justement, le problème de l'hybridation, ça pose le problème, qui s'est dit précédemment, de la délimitation de la frontière. C'est-à-dire jusqu'où est-ce que je vais accepter que le robot puisse pénétrer éventuellement dans des informations personnelles, et est-ce que moi je vais avoir le contrôle sur son action, et là ça va se poser des nouveaux problèmes éthiques et même législatifs et juridiques. Comme à chaque fois qu'il y a une révolution effectivement d'ordre technologique. Lise Pressac. Oui, il y a pas mal d'entendus qui s'interrogent sur l'informatique parce que ça reste de l'informatique. CTW nous dit si on arrive à les programmer sans bug dangereux, ce qui n'a jamais été fait de toute l'histoire de l'informatique, donc pour lui il y a un danger. Et Johan nous dit, mais oui, à l'heure où le piratage est une plaie pour tout le monde, les humanoïdes sont pour moi complètement nuisibles pour l'homme, nous dit Johan. Ah bah comme ça, Frédéric Boidron, oui, il a la peur du bug. Si la machine bug, je dirais elle peut être dangereuse bug, pour l'homme. mais effectivement, il y a pas le problème du bug. On a déjà eu des incidents, même des accidents avec des robots, alors plus industriels. Ouais. Mais effectivement, il va falloir commencer à réfléchir à tout ça. Notamment, par exemple, un robot humanoïde qui tombe sur un bébé, qui est responsable. Est-ce que c'est le fabricant? Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le robot si on considère qu'il a une conscience? Tout ça, on commence déjà à réfléchir. Mais il faut savoir quand même que de toute façon, le robot humanoïde va effectivement rentrer dans la maison et il servira justement d'interface sociale avec tout votre environnement numérique à la maison. Donc voilà, donc un petit peu comme le clavier sur un ordinateur, lui va gérer ensuite toute votre maison sans forcément être lui-même multitâche et toucher à tout. Lui, à la limite, ça peut être juste une tête posée au milieu du salon. Voilà, avec qui on a une discussion
humaine, humanisée. Alors on peut imaginer que ça aille encore un peu plus loin. Tout à l'heure, on avait un petit chien dans ce studio. Les humains interagissent affectivement avec les animaux, avec les chiens par exemple. Jade Lemaître, est-ce que vous imaginez un futur où les humains interagiraient affectivement avec leurs robots? Mais pourquoi pas? Enfin, on noue des liens affectifs extrêmement forts avec nos animaux de compagnie. Certains nouent des liens affectifs avec leur machine, leur ordinateur ou leur voiture. Donc pourquoi pas avec un robot, puisque celui-ci justement aura. Ne me dites pas que vous parlez à votre ordinateur. Ah ben si, quand il a des bugs. Je parle bien à ma moto. Après je parle à mon GPS. Moi, oui, bon voilà, chacun a déjà son. Donc ça vous semble, oui. Ah oui, c'est tout à fait logique. Mais justement, j'ai fait beaucoup d'expériences avec des personnes âgées à qui je représentais un robot. Et alors? Et elles l'adoraient. En fait, c'était le petit Nabastag, en fait. Et du coup, elles interagissaient vraiment avec lui. Elles lui parlaient, elles lui faisaient des compliments sur son apparence, etc. Donc, on voit vraiment que le robot a la capacité de focus notre affection. Et c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, à peu près. Et en parlant d'affection, Frédéric Boidron, récemment, là j'ai lu un article il y a 2 jours, des chercheurs néo-zélandais ont estimé que d'ici 40 ans, la prostitution aurait disparu, parce que les prostituées, ça fait tousser Jade qui a failli cracher tout son verre d'eau, les prostituées auront été remplacées par des androïdes. Alors ça, c'est une possibilité, je pense que ça arrivera peut-être même avant 40 ans, je pense. Il y a déjà des sociétés qui travaillent déjà là-dessus, plutôt on pourrait appeler ça plutôt des robotic dolls, en fait, des poupées, des poupées. Alors, comme les poupées gonflables, mais sauf qu'elles sont robotisées, réagissent et tout ça. Des morceaux. Voilà, exactement. Et je dirais que ça va arriver, je pense, relativement tôt, mais par contre, le côté émotionnel derrière, lui, arrivera beaucoup plus tard. Et puis le côté du prix aussi, parce que oui, ce sera un Android, c'est extrêmement onéreux. Donc extrêmement onéreux. Une robotique doll, je veux à peine imaginer. Et puis attention, je pense à la remarque de notre internaute auditeur tout à l'heure, attention aux bugs aussi. Oui. Avec la prostituée Android, si jamais il y a un bug, on ne sait pas ce qui peut se passer. Les androïdes seront-ils nos amis? Quelles inquiétudes peuvent-ils naître? On poursuit notre échange dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Ce soir, c'est celle-ci. Les androïdes, ces robots à apparence humaine, sont-ils nos amis? Seront-ils nos amis quand ils seront présents demain dans chaque foyer? Suite et fin de notre débat ce soir avec Jade Lemaître, docteur en robotique, Frédéric Boidron, rédacteur en chef du magazine Planète Robot, le philosophe Bernard Andrieux qui est en ligne avec nous et l'écrivain Laurent Jeunefort. Autre question que j'aimerais aborder avec vous ce soir. L'homme ayant fait l'androïde à son image et lui ayant délégué dans le futur toutes sortes de tâches, faudra-t-il imaginer un statut pour les androïdes, un code pour encadrer leur utilisation, ce qu'on pourra leur faire faire et ce qui sera interdit, Bernard Andrieux? Oui, tout à fait. Il y a actuellement toute une réflexion philosophique sur la question des droits des robots. Voilà. C'est-à-dire, les robots ont-ils des droits? Faut-il leur accorder d'ailleurs l'idée d'être un sujet de droit, comme on l'a fait dernièrement autour de la question des animaux? Donc, il y a tout un débat philosophique aujourd'hui aux États-Unis qui commence à arriver en France sur le problème de l'éthique du robot et des droits qu'on doit accorder à ces robots. Et si les robots ont des droits, à ce moment-là, bien évidemment, la question c'est qui c'est qui va fixer les droits de ces robots? Est-ce que c'est les robots qui vont fixer les droits pour eux-mêmes, ou est-ce que ce sont les fabricants, le législateur qui va décider? Voilà. Et là se pose le problème de savoir si on parlait de robots sexuels tout à l'heure. Oui. Peut-être y aura-t-il des robots comme des prostituées qui se révolteront. C'est-à-dire qu'on peut toujours estimer que le fait de considérer un robot comme un objet ou comme un instrument, c'est peut-être déjà problématique. C'est-à-dire, est-ce que je dois considérer qu'un robot, suivant les lois d'Asimov, il doit respecter effectivement celui qui l'a créé, ou est-ce que effectivement je vais arriver à un moment où va se poser la question de savoir, en fonction des informations qu'il a, est-ce qu'il a des droits, est-ce que je dois le considérer comme un sujet? Tour de table sur cette question très importante. Qu'est-ce que vous en pensez tous? Laurent Jeunefort, les robots ont-ils des droits? Auront-ils des droits? Je pense que dès qu'il y aura cette fameuse singularité qui sera l'émergence d'une conscience, ça se réglera très très vite, je pense. Mais en fait, historiquement, en fait, c'est une problématique qui date vraiment des années 1920 jusqu'aux années 40. C'est Karel Čapek, qui était un dramaturge tchèque, qui est l'inventeur du mot robot.
Donc il avait mis en scène des robots, justement, des androïdes, dans sa pièce RUR, et qui aboutit à l'extermination de l'humanité par les robots qui se découvrent une conscience avec l'émergence des émotions, justement. Et qui se rebellent donc. Et qui se rebellent, qui vont exterminer l'humanité. Après, il va y avoir une quinzaine d'années où à peu près tous les récits des pulps, c'est-à-dire des récits populaires américains de science-fiction qui vont raconter ces révoltes de robots qu'il faut mater, etc. Et jusqu'à 1940 où Isaac Asimov va commencer à imaginer les 3 lois de la robotique et donc doter ces robots d'une sorte de surmoi, en fait, c'est-à-dire d'intérioriser des règles. Il nous reste 2 petites minutes. Jade Lemaître, Frédéric Boidron, sur cette question du statut et des droits à donner ou pas aux robots dans le futur. Jade Lemaître. En tant que scientifique, je suis assez sceptique de mon côté sur l'éveil des robots à une conscience. Oui. Mais en tout cas, je pense absolument qu'il nous faut légiférer à ce sujet. Tout comme actuellement nous légiférons donc sur Internet et sur les possibilités, sur ce qui peut ou ne peut pas être fait sur Internet. Il nous faudra aussi légiférer sur les robots. Mais contrairement à ce que nous faisons actuellement avec Internet, il nous faudra absolument nous entourer de spécialistes du sujet pour légiférer de la bonne manière. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu n'importe quoi, c'est ça que vous êtes en train de nous dire. Un tout petit peu. Apprendre de nos erreurs, donc. Voilà. Frédéric Boidron, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a déjà certains cabinets, en fait, comme le cabinet Bensoussan, par exemple, qui commencent à travailler déjà sur ça. Là, c'est un cabinet d'avocats. D'avocats, d'accord, qui commencent à réfléchir déjà. Voilà. Exactement. Et ils commencent déjà, par exemple, à se poser la question, est-ce qu'on va pas leur mettre une sorte de plaque d'immatriculation, un peu comme les voitures, en fait, déjà, qui leur donne déjà entre guillemets un nom, en fait, pour pouvoir avoir justement la possibilité d'avoir des règles, justement. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, on leur donne déjà un nom et une identité. Voilà, une identité personnelle, et chacune, en fait, après on pourra créer différentes choses autour de ça, quoi. Afin de pouvoir les poursuivre en cas de faute, exactement. Quoi, hein, très concrètement. En 15 secondes, c'est une question très importante qu'on n'a pas évoquée ce soir, mais c'est toutes les réactions de peur, de défiance vis-à-vis de cette révolution. Et il y a aussi plein de gens qui nous écoutent, d'auditeurs, qui peuvent se dire oui, mais c'est aussi des menaces pour l'emploi, ça. Toutes ces tâches que les robots vont occuper demain. Alors, les robots, faut voir ça comme l'informatique, pareil, dans les années 70. L'informatique faisait peur, on se disait l'informatique va détruire des tas de métiers. Ouais. En fait, la robotique va faire pareil, c'est-à-dire qu'elle va effectivement détruire des métiers, mais elle va en créer tout autant, voire plus. Dans on va dire dans 2 décennies, il y aura autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, plein de personnes, au moins peut-être pas la moitié, mais au moins un tiers des gens qui travailleront avec ou pour les robots. Ça va être un formidable, en fait, bassin d'emploi dans quelques années. Bon, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les 4 et pardon parce que c'est allé à une vitesse robotique, j'ai envie de dire. Ce débat passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir été avec nous. Des clics et des claques en été revient bien sûr demain soir avec toute l'actualité culturelle, avec notre invité Grand Corps Malade. Et puis une nouvelle question très très essentielle du jour. On revient au temps d'aujourd'hui. Les Français ont-ils un problème avec l'argent ? À ne pas manquer tout de suite. Secret de tournage. Ce soir, Bruno Kras reçoit Agnès Varda pour les secrets de son célèbre Sans toi ni loi. Et puis la pensée du soir à méditer d'ici demain. Et nous la devons au grec Lucien de Samosate. Le commencement est la moitié de tout. Très bonne soirée. Prenez soin de vous et à demain.